l'expression de la douleur, c'est quelque chose qu'on est en train de faire découvrir, puisqu'en fait, elle n'est pas banale. Il peut très bien tout se produire, c'est-à-dire des gens qui ne s'expriment pas. Sur leur visage, on ne peut rien lire. Sur leur cri, on ne peut rien lire. Ça se manifeste très souvent par des troubles du comportement dans cette population-là, et du fait de l'agitation, du fait du handicap mental sévère, ils atterrissent dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à ce qui a déclenché cet accès de violence ou ce problème de comportement des filles, on s'aperçoit que dans plus d'un cas sur deux, en tout cas chez l'adulte, on trouve un problème somatique douloureux que l'on doit explorer. Donc il n'y a pas d'expression facile je pleure, j'ai mal, et en plus je sais où j'ai mal. Ça peut être dans le plus de cris, plus d'agitation, plus de violence, mais ça peut être dans le moins de cris, plus de retrait, plus de silence, quelqu'un qui est anormalement calme, avec aucune expression, pas de pleurs, et ça peut aussi être de la douleur. En gros, il faut s'intéresser à une modification du comportement, modification dans n'importe quel sens, et pour lequel on n'a aucune explication connue. Et d'ailleurs, comme pendant très longtemps, on a pensé que ces patients-là ou ces personnes-là ne ressentaient pas la douleur, c'est pas venu tout de suite à l'esprit. Mais maintenant, ça fait une dizaine d'années, grâce à des tas de gens qui ont travaillé sur le sujet, où dans les structures qui accueillent ces personnes, où les parents eux-mêmes se disent mais maintenant, on pense que c'est peut-être lié à une douleur. Sauf que, compte tenu des particularités sensorielles, compte tenu du schéma corporel qui est souvent pas acquis, les personnes elles-mêmes ne vont pas pouvoir nous aider dans ce domaine-là. Elles vont simplement, par leur trouble du comportement, nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais après, ce sera à nous de chercher. Et c'est important d'avoir ce réflexe douleur en tête, parce que s'il y a une colère, une frustration, un emploi du temps qui n'est pas comme d'habitude, il y aura aussi des troubles du comportement. Donc il va falloir faire la part des choses de ce qui revient à la douleur et ce qui revient à l'environnement. Quelquefois, c'est même associé. Les personnes en situation de handicap ont d'abord des difficultés d'expression et de communication, donc une partie ne s'exprime pas et n'ont pas de communication verbale. Ceux qui ont une communication verbale n'ont pas forcément une communication verbale adaptée et juste. Ils ont aussi des gros problèmes de localisation de la douleur, c'est-à-dire que ils peuvent vous dire, lorsque vous leur demandez s'ils ont mal, qu'ils ont mal à l'épaule, alors qu'ils souffrent d'une douleur digestive. Donc, ils ont beaucoup de mal à localiser la douleur parce qu'ils ont des difficultés tout simplement de leur schéma corporel, de construction de leur schéma corporel. Après, ils ont des troubles de la sensorialité aussi, avec des profils différents d'hypo, d'hypersensorialité qui modifient aussi le message douloureux. Et puis, ils ont des perceptions différentes également et des difficultés à percevoir plusieurs messages en même temps. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne souffrent pas, et ce n'est pas parce qu'ils parlent bien de la douleur en termes de localisation et ou en termes d'intensité. C'est parce qu'il y a des patients qui ne bougent plus, qui ne font plus rien. Quand on a mal, la difficulté, c'est qu'on a tout le temps mal et on se plaint. Donc petit à petit, il y a un isolement au niveau de la famille, du conjoint, des enfants. On est en rupture professionnelle, on est en rupture sociale. Donc on est tout seul. Donc comme on est tout seul, on ne peut plus verbaliser et à ce moment-là, on a encore plus mal. Il faut être très vigilant, surtout dans la déficience intellectuelle, par rapport à ceux qui ont le langage. Parce que ceux qui ont le langage, si on n'est pas capable d'évaluer si ce langage il est signifiant ou pas, et qu'on n'a pas l'habitude de cette population-là, on est très vite pris à défaut. J'ai mal à la tête, ça veut peut-être dire que j'ai mal, mais pas forcément. Et si j'ai mal, ça veut peut-être dire que c'est la tête, mais pas forcément. Donc il faut vraiment être très très vigilant. C'est pour ça que nous, d'emblée, on met un peu de côté l'auto-évaluation. La personne qui dit « oui, j'ai mal », et puis dans cette population-là, on préfère utiliser l'hétéro-évaluation. On s'aperçoit que l'information que ça donne, c'est douleur, avec des troubles du comportement. Mais pour un individu donné, les troubles qu'il va mettre en place pour une douleur, quelle que soit la douleur, ce seront les mêmes troubles.
hein. Donc c'est intéressant parce que si on connaît très bien les résidents et qu'on s'aperçoit que quand il fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est de la douleur, très vite on va les chercher. Par exemple, le fait de crier, de s'agiter, de se mordre, et puis d'avoir des signes neurovégétatifs, c'est-à-dire d'avoir des larmes ou de devenir tout blanc, ou de bloquer sa respiration. Si on en voit un, tout d'un coup il est tout blanc, et on regarde est-ce qu'il a crié, est-ce qu'il a eu des larmes, tout de suite on a une sorte de profil douleur. Et puis c'est vrai que pendant très très longtemps, il y a heureusement longtemps, on a pensé que ces personnes handicapées en particulier, elles ne ressentaient pas la douleur ou que ça faisait partie, c'était normal, quoi. Mais non, c'est pas normal. Elles ont pu s'y habituer, elles ont pu mettre des stratégies en place, mais n'empêche que ça leur pourrit la vie, quoi.